Alors, la prière d'ouverture, c'est mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le gros livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. Alors, ça, c'était la prière. Donc, on était rendu au chapitre « Il y a une solution ». Mais avant de passer à ça, je voulais faire peut-être un petit récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que je pensais à ça aujourd'hui, puis je trouvais ça intéressant, dans le fond. Le gros livre commence par le titre, naturellement, qui s'appelle « Les alcooliques anonymes ». C'est écrit en gros à la page titre. Et ensuite, en sous-titre, on a l'histoire de milliers d'hommes et de femmes qui se sont rétablis de l'alcoolisme. Donc, l'histoire, ça nous dit que dans ce livre-là, on va savoir comment les gens se sont rétablis de l'alcoolisme parce qu'ils nous font la première promesse, c'est qu'on va se rétablir de l'alcoolisme. On ne sera pas guéri, mais on va se rétablir. Ensuite de ça, on a vu la préface et les avant-propos de la première à la 4e édition. Et ça, c'est ce qui constitue l'introduction du gros livre. Dans la préface, on a vu à la page XI en chiffres romains, 11 en chiffres romains, qu'au 2e paragraphe, que ce livre-là, le gros livre, c'est le texte de base de notre association. Un texte de base, c'est un livre d'instruction. Et le gros livre est le texte qui nous renseigne sur la façon d'appliquer le mode de vie. Il nous renseigne sur le programme de rétablissement. Ensuite, à l'avant-propos de la première édition, ils nous ont dit dans le premier paragraphe qu'on était, à ce moment-là, quand ils ont écrit le livre en 1938, ça a été publié en avril 1939, il y était une centaine d'hommes et de femmes. Ils commencent par nous, les alcooliques anonymes. Nous sommes au-delà d'une centaine d'hommes et de femmes qui nous sommes remis, en anglais c'est plutôt rétablis, d'un état physique et mental apparemment désespéré. Donc là, déjà dans l'introduction, il commence à nous parler de notre problème d'alcool comme étant un état physique, autant physique que mental. OK? Donc, on commence tranquillement. Ensuite, après les avant-propos, on arrive à l'opinion du médecin. L'opinion du médecin est un chapitre très important dans le gros livre et c'est le chapitre dans lequel il va nous expliquer, le médecin va nous expliquer comment il voit la maladie de l'alcoolisme. Alors, il commence à nous en parler tranquillement pour nous amener à la page XXIX, donc 29 en chiffres romains. Il nous amène à la description de la maladie physique. Il dit dans le paragraphe qui commence par « nous croyons », et nous l'avons dit, il dit que les effets de l'alcool chez les alcooliques sont une manifestation de type allergique. Le phénomène d'un besoin maladif d'alcool se limite à cette catégorie de personnes et ne se produit pas chez les buveurs modérés. Donc, il commence à nous expliquer que notre réaction, une fois qu'on commence à prendre de l'alcool, le phénomène d'allergie se manifeste. Une allergie, c'est une réaction anormale du corps et notre corps réagit en demandant toujours plus d'alcool. Donc, ça, c'est la maladie physique. Ensuite de ça, le médecin nous parle un peu plus loin de la maladie mentale. Tranquillement, pas vite, il nous dit qu'on a un problème, c'est ça, à la page XXX, il dit qu'on boit parce qu'on aime l'effet produit par l'alcool. On boit à cause de l'impression d'évasion qu'il procure. Donc, un peu plus bas, dans le milieu du paragraphe, il dit après qu'ils ont une fois de plus succombé au désir de boire et que le phénomène de l'obsession, c'est pas l'obsession, c'est le craving. Une fois que tu as commencé à boire, on n'appelle plus ça de l'obsession. L'obsession, c'est avant de boire. Le craving, c'est quand tu as commencé à boire. Le craving s'accentue, c'est-à-dire que tu as encore plus soif qu'avant. Donc, il nous dit que pour s'en sortir, l'alcoolique a besoin d'un changement psychique total. Le changement psychique total, c'est un changement dans la façon de penser. Donc, c'est ça qu'on va avoir besoin pour s'en sortir. Donc, je vais arrêter là pour l'histoire de l'opinion du médecin. Ensuite, on arrive à l'histoire de Bill. Dans l'histoire de Bill, il nous parle, en première partie, il nous parle de son alcoolisme actif.
La première partie de l'histoire de Bill, ça va jusqu'à la page 9. De la page 1, la page 9, il nous parle de son problème d'alcool. Comment ça s'est développé, comment ça a progressé. Donc ça, il nous parle de la première étape, dans le fond, de l'alcoolisme. Après, compter de la page 10, son histoire de rétablissement commence. Et là, il nous raconte comment son ami est venu lui porter le message, puis comment il en est venu à croire, comment il en est venu à décider de confier sa vie et sa volonté, puis comment il a fait les autres étapes. C'est son histoire de rétablissement qui est de la page 10 à la page 19. On a vu ça la semaine passée. Et on a commencé la semaine passée le chapitre « Il y a une solution ». Donc, on arrive au chapitre où on était rendu. Je ne relirai pas les 2 premières pages au complet. Par exemple, je ne ferai pas lire les 2 premières pages au complet. Mais dans « Il y a une solution », ils nous disent dans le premier paragraphe, il dit qu'il y a des... là, il nous parle que chez les A, il y a des milliers d'hommes et de femmes. Ça a été changé au début, quand ça a été écrit en 1938, il était une centaine. En 1955, il y a eu la 2e édition et c'est là qu'ils ont changé ça pour des milliers d'hommes et de femmes qui ont connu un jour le même désespoir que Bill. Presque tous se sont rétablis. Donc, les membres qui sont dans A, ils nous disent que presque tous se sont rétablis. Donc, il y en a qui sont dans l'alcoolique anonyme et qui ne se rétablissent pas nécessairement. Mais la plupart se rétablissent. Ils ont trouvé une solution à leur problème d'alcool. C'est le chapitre sur la solution. Et dans ce chapitre-là, on va nous parler de l'étape 1. Ils vont nous reparler de l'étape 1 et ils vont commencer à nous parler de la 2e étape. Donc, la solution, c'est une solution spirituelle, c'est bien sûr. Ensuite, à partir de là jusqu'au début de la page 21, ils nous parlent de la fraternité. Ils disent qu'on est qu'ils sont des Américains moyens. Bon, on est au Canada, mais ça marche pareil. Puis un peu plus bas, ils disent qu'il règne parmi nous un esprit d'appartenance, une amitié, une compréhension merveilleuse, difficile à décrire. Plus bas dans le paragraphe, vers la fin, ils nous disent que le sentiment d'avoir traversé la même épreuve est un des éléments du lien puissant qui nous unit. Puis plus bas, ils nous disent dans l'autre paragraphe suivant, ce qu'il y a d'extraordinaire pour chacun de nous, c'est que nous avons découvert une solution commune. Nous avons une façon de nous en sortir sur laquelle nous sommes absolument d'accord et qui nous unit dans une action amicale et harmonieuse. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que la fraternité est tenue ensemble par le même problème ou la même épreuve et surtout par la solution commune. La fraternité est issue de la solution commune. Ce n'est pas la fraternité qui a créé la solution. On s'entend. Aussi, là, après ça, je vais vous amener à la page 21. On va recommencer à lire à partir de là. Je pense même si on retourne un petit peu 3 paragraphes en arrière, c'est pas bien grave. Fait qu'Hélène, tu veux-tu commencer à lire? Et en revanche, oui, juste avant qu'on commence à lire ça, c'est ici, il commence, tu sais, je vous ai dit que ça parlait de l'étape 1 et 2, mais ici, il nous parle de la 12e étape, dans le fond, de la transmission du message pour presque 2 pages. Oui, 2 pages. Il nous parle de la transmission du message. On va voir ce qu'il nous dit là-dessus. Hélène, tu veux-tu lire, s'il te plaît? Je commence à une maladie en haut. Non, en bas, en revanche. En revanche, l'ex-buveur qui a trouvé notre solution et qui connaît bien les faits en ce qui le concerne peut généralement gagner l'entière confiance d'un autre alcoolique en quelques heures. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension mutuelle, rien ou presque rien ne peut être accompli. OK. C'est ça, c'est parce qu'au paragraphe précédent, il disait que c'est pas facile. C'est le monde ordinaire qui essaie de parler à un alcoolique de son problème d'alcool. D'habitude, ça passe pas très bien. Par contre, pour nous qui avons le même problème, ça passe mieux parce qu'on sait de quoi on parle. Puis on y parlera pas, on y parlera pas en le moralisant ou en y visant la morale, si on veut. T'sais. On va y parler parce qu'on comprend. On va y parler de notre problème. Puis on va y parler éventuellement de la solution qu'on a trouvée. Mais on ne moralisera pas. C'est la différence. Tu peux continuer? Le fait d'être abordé par une personne qui a déjà rencontré la même difficulté, d'entendre cette personne parler indéniablement de ce qu'elle connaît, de voir dans son comportement même qu'elle détient la vraie réponse,
de constater qu'elle ne se pose pas en un être moralement supérieur et qu'elle est mue par le désir sincère d'aider, le fait aussi qu'il n'y ait aucun frais à payer, personne à flatter, aucune remontrance à subir, voilà les conditions que nous avons trouvées les plus efficaces. Nombreux sont ceux qui ont pris leur grabat et se sont mis à marcher après avoir fait une telle démarche. C'est ça. Donc, on parle ici, comme je vous disais, de la 12e étape, mais je trouve ça important de voir que ça, ça donne aussi des façons d'aborder un filleul ou une filleule. C'est ou dans le choix d'un parrain ou d'une marraine, c'est peut-être plus ça aussi, là. Et si la personne que tu veux approcher va être ton parrain ou ta marraine, suppose en être moralement supérieur, ben, ça ne marchera pas. Ou si elle n'a pas envie d'aider, ça ne marchera pas non plus. C'est un peu des conditions où ça peut nous guider dans le choix d'un parrain ou d'une marraine. C'est beau, tu peux continuer. Aucun d'entre nous ne consacre tout son temps à ce travail et nous ne croyons pas que nous serions plus efficaces si nous le faisions. Nous croyons que d'arrêter de boire n'est que le début. Il est encore plus important de mettre nos principes à l'œuvre dans nos propres foyers, dans nos activités et notre travail. Nous consacrons tous une grande partie de nos loisirs à fournir les efforts que nous décrivons plus loin dans ce livre. Certains ont la chance de pouvoir y consacrer presque tout leur temps. OK, donc, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils disent nous consacrons tous, pas seulement quelques-uns. Ils sont quelques milliers, puis tous, ils font, quand ils parlent de fournir les efforts que nous décrivons plus loin, dans le fond, ils parlent de la 12e étape ici, comme je vous disais. Donc, aider l'alcoolique qui souffre encore, tout le monde. C'est pas une étape facultative, autrement dit, dans le mode de vie, la 12e étape. C'est bien sûr qu'il faut avoir travaillé déjà les étapes, là, mais une fois qu'on a travaillé les étapes, on est capable d'aider un autre alcoolique à se rétablir. Surtout quand on utilise le gros livre. Tu sais, moi, quand j'essayais d'aider quelqu'un et que je n'utilisais pas le gros livre, je le laissais venir à moi puis poser des questions. Puis, c'est sûr, je parlais de rétablissement, puis je parlais de... Mais ça restait comme théorique. Tandis que quand j'utilise maintenant le gros livre pour parrainer quelqu'un, c'est vraiment pratique. Tu sais, c'est pas juste de la théorie. Fait que ça fait une grosse différence. Puis les gens avec qui je travaille, les filles avec qui je travaille aiment bien ça. Fait que c'est cela. On va continuer, Hélène, avec le paragraphe qui commence par « Nous avons donc décidé ». Nous avons donc décidé de publier un livre anonyme qui expliquerait le problème tel que nous le percevons et dans lequel toute notre expérience et toutes nos connaissances seraient mises à contribution. Toute personne aux prises avec un problème d'alcool devrait y trouver un programme d'action efficace. Mm-hmm. Alors, ce qu'ils disent ici, dans le fond, c'est que le gros livre, c'est un instrument pour faire la 12e étape. Il n'était pas assez de monde pour transmettre le message à beaucoup. Donc, ils ont décidé d'écrire un livre qui pourrait servir à tout le monde pour se rétablir. Dans les premiers temps du mouvement, le gros livre était l'élément principal de rétablissement. Ça l'est encore aujourd'hui. Il y a d'autres livres qui ont été publiés depuis, mais le texte de base, ça le dit bien, c'est le gros livre. Alors, c'est l'instrument privilégié pour la 12e étape. On va aller à la page 23, et là, au milieu du paragraphe qui dit nous croyons pour la plupart, tu vois-tu, que la tolérance des travailleurs... Oui, dans le milieu du premier paragraphe, ouais. Nous croyons pour la plupart que la tolérance des travers et des points de vue d'autrui et le respect des opinions de chacun sont des attitudes qui permettent d'être d'un plus grand secours aux autres. Notre vie même, parce que nous sommes des ex-buveurs, dépend de notre souci constant des autres et de la façon dont nous pouvons leur venir en aide. J'aime beaucoup ce bout-là du paragraphe parce que ça me parle vraiment de quelle devrait être mon attitude face à mes filles. Tolérance, respect des opinions, souci constant des autres.
et de la façon dont on peut leur venir en aide. Je peux continuer? Peut-être que vous demandez-vous déjà comment nous sommes arrivés à nous rendre malades à ce point en buvant. Sans doute aimeriez-vous savoir pourquoi et comment, en dépit de l'avis contraire d'experts en la matière, nous nous sommes tirés des conditions physiques et mentales désespérées. Si vous êtes alcoolique et que vous voulez vous en sortir, il se peut que déjà vous soyez en train de vous demander « Que dois-je faire? » Alors, dans ce paragraphe-là, quand il dit « nous nous sommes tirés », en anglais, c'est « rétabli ». Le même terme est utilisé en anglais, puis en français, ils ont traduit ça par des choses différentes. Dans ce temps-là, je vous le dis. Faites ce que vous voulez. Donc, on s'est rétabli d'une condition, encore là, il nous parle de la maladie, une condition physique et mentale désespérée. Il était désespéré avant qu'il y ait une solution qu'a trouvée, qui a été identifiée dans les premiers temps par Bill et Bob. OK? Bill est la première personne à avoir en main tous les éléments pour le rétablissement. Il y a eu la description du problème par le docteur Silkworth. Et il y a eu la solution spirituelle par son ami Bill, qui provenait des groupes Oxford. Donc, avec ces éléments-là, il a pu monter le programme qui sont devenus les 12 étapes. Alors, tu peux continuer, Hélène? L'objectif de ce livre est d'apporter des réponses précises à ce genre de questions. Toutefois, avant de vous dire ce que nous avons fait et d'entrer dans des explications détaillées, il nous semble indiqué de vous faire connaître succinctement notre point de vue sur certaines choses. OK. Donc, là, il commence à nous parler de la maladie, la première étape. Là, il parle dans le paragraphe suivant des lieux communs qu'on entend des gens qui ne sont pas alcooliques. Tu sais, pourquoi tu n'essayes pas la bière ou le vin? Il manque sûrement, en parlant d'un alcoolique, il manque sûrement de volonté. Bon, tu sais, ça fait que tous ces lieux communs-là, on entend ça parfois. Et ça dénote, à page 24, dans le deuxième paragraphe, il dit « Ce sont là des lieux communs que nous entendons souvent, dénotent un monde d'ignorance et de malentendus. Ils sont le fait de personnes qui réagissent fort différemment de nous face à l'alcool. » Donc, les non-alcooliques, ils n'ont pas l'allergie physique. Donc, eux autres, quand ils commencent à boire, ils en boivent un verre ou deux, ils sont bien contents, puis ils arrêtent de boire. Mais un alcoolique n'arrête pas de boire après un verre ou deux, parce qu'il y a l'allergie physique qui le condamne à boire de plus en plus. Alors, c'est ça. Ensuite, il commence à nous parler dans la progression de l'alcoolisme. Il commence à nous parler du buveur modéré. Après ça, il nous parle du cas du gros buveur, puis ensuite du véritable alcoolique. Fait qu'Hélène, si tu veux commencer par le buveur modéré, puis aller finir 2 paragraphes. Okay. Le buveur modéré abandonne facilement l'alcool s'il a une bonne raison pour le faire. Dans son cas, cesser de boire ne pose aucun problème. Il y a également le cas du gros buveur. Il peut avoir développé cette habitude au point d'en avoir affecté progressivement sa santé physique et mentale. Sa vie peut même en être écourtée. Cependant, s'il est motivé par une raison suffisamment sérieuse comme une santé défaillante, une nouvelle relation amoureuse, un changement d'environnement ou encore une sévère mise en garde de son médecin, ce buveur parviendra, sinon à couper l'alcool complètement, du moins à modérer sa consommation, même s'il trouve cela difficile ou contrariant. Il pourrait même avoir besoin d'une assistance médicale. Oui. Donc, le buveur modéré, ça ressemble à un buveur, une personne normale. Tu sais? Il peut arrêter quand il veut. Pas de trouble. Donc, il n'y a pas l'allergie physique, certain. Puis, il n'y a pas l'insanité qui précède le premier verre qui fait que je me suis vendu, la personne qui a l'insanité de l'alcoolique s'est vendue l'idée qu'elle avait besoin d'alcool pour vivre. Donc, c'est pourquoi elle retourne toujours au premier verre. Pourquoi elle n'est pas capable d'arrêter. Ici, il nous parle ensuite du gros buveur. Un gros buveur, s'il n'est pas encore alcoolique, c'est parce qu'il n'y a pas les 2 caractéristiques d'un alcoolique. Il n'y a pas l'allergie physique et surtout, il n'y a pas l'obsession puis l'insanité qui le condamne à boire, même s'il veut arrêter. Donc, il peut arrêter. Lui, c'est la personne qui peut encore arrêter
par sa volonté, tu sais. Alors, il arrive au véritable alcoolique au paragraphe suivant. Mais que dire du véritable alcoolique? Il a d'abord pu être un buveur modéré. Il peut par la suite devenir ou non un gros buveur, mais il vient un temps où dès qu'il commence à boire, il ne peut plus s'arrêter. Donc là, ici, il nous parle de l'allergie physique. Quand il commence à boire, il ne peut plus arrêter, c'est l'allergie physique. Ils nous disent ensuite que son comportement nous rend perplexes, en particulier par son manque de contrôle. Il a des gestes absurdes, inexplicables et tragiques lorsqu'il boit. Donc ça, ils décrivent dans ce grand paragraphe-là le comportement alcoolique. On ne dira pas tout ça. Excusez. Mais puis les comportements inexplicables et tragiques s'expliquent en partie par le fait que l'alcool enlève les inhibitions. Alors, plus tu as d'alcool dans le corps, moins tu as d'inhibition. Fait que là, tu vas faire des niaiseries. C'est là que tu fais des niaiseries. Parce que l'alcool a enlevé tes inhibitions. T'es plus pas, tu peux faire à peu près n'importe quoi, tu sais. Avec le temps, ça se détériore aussi de plus en plus. Donc, ce qui aussi, j'ai une note dans mon livre ici, que ce qui m'amène à Alcoolique Anonyme, là, c'est les conséquences de mon alcoolisme. Justement, le fait que je vais poser des gestes inexplicables et tragiques, il va y avoir des conséquences à ça. Tu sais, mon conjoint va avoir envie de s'en aller, les enfants ne veulent plus te voir, ton employeur peut avoir des problèmes à te voir aussi. Fait que tout ça, c'est des conséquences, puis tu peux avoir des problèmes financiers aussi. Alors, c'est les conséquences de ton alcoolisme, de la prise d'alcool qui nous amène à Alcoolique Anonyme, puis nous amène à avoir envie d'arrêter. Parce qu'il n'y avait pas eu de conséquences, si notre santé ne s'était pas détériorée, si nos finances ne s'étaient pas détériorées, si nos relations ne s'étaient pas détériorées, on aurait-tu eu envie d'arrêter de boire? Probablement pas. Hein? C'est ça qui nous amène à Alcoolique Anonyme. On va continuer à la page 26, le troisième paragraphe, s'il te plaît, Hélène. Peut-être, ou nous savons. Nous savons. Nous savons que l'alcoolique qui s'abstient de boire, et cette abstinence peut durer des mois, voire des années, a un comportement semblable à celui d'un homme normal. Nous sommes aussi certains que s'il touche de nouveau à l'alcool, il se produit un phénomène physique et mental qui le rend virtuellement incapable de s'arrêter. Tous les alcooliques qui ont fait cette expérience ne pourront que la confirmer. OK. Donc là, ça termine un peu la partie sur la maladie physique. Après, le paragraphe suivant, il va nous parler de la maladie mentale de l'alcoolisme. Alors, avant qu'on continue plus loin, je voulais savoir s'il y en a qui avaient des questions ou des commentaires sur cette section-là. Sur ce qu'on a lu jusqu'à date. Si vous avez des questions, juste enlevez votre micro, ouvrez votre micro. Mais moi, j'en ai une. Et? C'est Fabien. Puis, quand le gros buveur là, a un problème, puis le véritable alcoolique, là, la différence n'est pas grosse. La différence est quand même, je trouve, énorme. C'est parce que le gros buveur peut arrêter par lui-même. Il n'a pas nécessairement besoin d'une puissance supérieure. Il peut arrêter ou il peut modérer. Tandis qu'un véritable alcoolique ne peut pas arrêter tout seul. Parce que l'insanité de l'alcoolisme, la maladie mentale, l'obsession, l'insanité, les idées fausses qui s'est vendues par rapport à l'alcool vont le ramener à l'alcool. Tandis que le gros buveur n'a pas ça, ou il n'a pas autant, ou pas aussi forte. Il n'y a pas des convictions aussi fortes par rapport à l'alcool. Il ne pensera pas tout le temps à ça, lui. Non. Okay. Merci. Bienvenue. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Oui, attends un petit peu, Jocelyne. Par rapport justement à le gros buveur, là, tu disais qu'il y avait deux conditions. Soit qu'il n'y avait pas l'allergie physique. Puis l'autre affaire, c'est quoi? C'est l'obsession et l'insanité, la maladie mentale. OK, c'est bon. Parfait.
OK? C'est beau. Hélène, tu peux-tu continuer les observations précédentes? Ton micro est fermé, Hélène. Excusez, j'avais commencé. Les observations, j'ai oublié de vous dire que j'étais un alcoolique au début. OK. On s'en doutait. OK, merci. Les observations précédentes resteraient vaines et purement théoriques si notre homme ne prenait jamais ce premier verre qui déclenche le cycle infernal. Cela nous amène à croire que le problème est d'ordre psychique plutôt que physique. Si on lui demande pourquoi il a commencé à prendre cette dernière cuite, il est probable qu'il donnera toutes sortes d'excuses. Bien que certains arguments et justifications puissent être plausibles, aucun ne fait le poids devant les ravages d'une cuite. Les raisons évoquées par l'alcoolique s'apparentent à celles de l'homme qui se frapperait le crâne à coups de marteau pour ne pas sentir son mal de tête. Si vous faites observer à un alcoolique l'absurdité de son raisonnement, ou il s'en moquera, ou il s'en irritera et refusera de parler. OK. Fait que là, il commence à nous dire que c'est ça. Si j'étais capable de rester abstinent, je ne déclencherais jamais l'allergie physique. Donc, si c'était facile d'arrêter de boire, j'arrêterais et j'aurais plus de problème. Mais le problème, c'est qu'on a des idées faussées par l'alcool. Ici, ils nous disent, cela nous amène à croire que le problème est d'ordre psychique. Donc, psychique, c'est dans l'esprit plutôt que physique. Mais ils ont oublié un mot dans la traduction, c'est le principal problème. Parce que il y a un problème physique aussi, mais c'est le problème psychique qui vient nous mettre des bâtons dans les roues et qui fait qu'on a besoin d'une puissance supérieure. Parce que la puissance supérieure, elle va me libérer de ma maladie mentale. Mais la maladie physique, elle va rester là. Dieu ne l'enlèvera pas. Ça fait que l'allergie, elle va toujours être là. Mais tant que tu ne bois pas, tu n'as pas de problème avec l'allergie physique. Tu comprends? On a besoin d'une puissance supérieure pour l'aspect mental de la maladie. Alors, c'est le principal problème est d'ordre psychique plutôt que physique. C'est pas mal ça que j'avais à dire là-dessus. Tu peux continuer? L'autre paragraphe. Parfois, l'alcoolique répondra franchement. Cependant, si étrange que cela puisse sembler, il ne sait pas plus que vous ce qui l'a poussé à prendre ce premier verre. Certains buveurs ont des excuses dont ils sont assez contents, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils agissent de la sorte. Une fois qu'ils sont dominés par ce mal, ils deviennent confus. D'une part, ils sont obsédés par l'idée qu'un jour, ils réussiront à s'en sortir, et d'autre part, ils se doutent bien que la partie est perdue. Oui. Donc, c'est ça. Des fois, tu sais, quand on dit la partie mentale, essayer d'arrêter de boire. Je ne sais pas si vous autres, avant d'arriver à Alcooliques Anonymes, vous avez dû essayer d'arrêter de boire maintenant. Levez la main ceux qui ont essayé d'arrêter de boire avant d'arriver à A. Donc, je suppose que si vous êtes arrivé à A, c'est parce que vous n'avez pas réussi avant A. Parce que, justement, il y avait ce phénomène-là qui fait que tu recommences à boire et des fois, tu ne sais même pas pourquoi. Des fois, tu n'as même pas pensé avant de prendre un verre. Des fois, tu y as pensé, puis les conséquences ne te sont pas venues à l'esprit. Tu n'as pas pensé que si je prends un verre, je vais me rendre jusqu'au bout, m'être malade, mon chum ne sera pas content ou mon conjoint ne sera pas content. Tu sais, je ne pense pas à ça. Parce que ça ne lui traverse pas l'esprit à cause de ce phénomène mental-là qui me ramène au premier verre comme si c'était un besoin essentiel de ma vie. Donc, une fois qu'ils disent qu'ils sont dominés par ce mal, par la maladie mentale, ils deviennent confus. On est obsédé par l'idée qu'on va s'en sortir un jour. Ça vous est-tu arrivé, ça? Avez-vous pensé comme ça? Alors, à un moment donné, je vais être capable. Alors, je vais prendre, style, je commence à boire, puis je vais prendre juste un verre, tu sais. Fait que c'est ça.
d'un côté, on pense on espère qu'on va s'en sortir un jour, puis de l'autre bord, on sait bien qu'on ne s'en sortira jamais. Fait que c'est ça. Et on ne s'en sortira pas par nos propres forces. Nous autres, ici, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on va s'en sortir avec l'aide d'une puissance supérieure. Je peux continuer. Saute un paragraphe. On va aller à la vérité tragique. La vérité tragique est que s'il s'agit d'un véritable alcoolique, ce jour peut ne jamais arriver. C'est-à-dire le jour où on va s'en sortir, où on va arrêter. Ouais. Il a perdu tout contrôle. Tout alcoolique atteint le stade où même la plus grande volonté de cesser de boire n'est plus d'aucun secours. Dans presque tous les cas, ce moment tragique survient bien avant qu'on ne l'ait soupçonné. Mm-hmm. À partir de là, ça peut être intéressant de lire ça en jeu. Jusque... Là, je peux le lire en jeu. Oui, c'est ça. Plus loin, là, tu commenceras à le lire en jeu. Comme si on lisait, ça commencerait à « J'ai perdu tout contrôle. J'ai atteint le stade où même la plus grande volonté de cesser de boire. » Il commençait à « Je suis ». Je suis forcée de reconnaître. Oui, c'est ça. Je suis forcée de reconnaître que moi, alcoolique, pour une raison inconnue, j'ai perdu ma liberté de choix devant l'alcool. Ma prétendue volonté n'existe à peu près plus. Parfois, je suis incapable de me rappeler suffisamment les souffrances et les humiliations subies un mois ou même une semaine plus tôt. Je suis sans défense devant le premier verre. Moi, j'ai trouvé ça intéressant quand on m'a parlé de ça, de mettre ça en jeu. Ça me fait plus prendre conscience et puis me faire réaliser que, ouais, je crois de ça vraiment, moi, là. Tu sais, je suis convaincue de ça. C'est important que je prenne conscience vraiment de mon problème. Si je ne suis pas consciente de mon problème, je n'aurai pas besoin de la solution. Je ne pourrai pas l'appliquer. Je ne sais pas c'est quoi mon problème. Mais ici, c'est ça, ils sont vraiment en train de nous parler de c'est quoi notre problème d'alcoolisme. Ils sont en train de nous parler de la partie « J'ai perdu ma liberté de choix devant l'alcool. Je ne suis plus capable de m'empêcher de boire. » C'est grave. C'est grave. Continues-tu? Tu peux continuer en jeu l'autre paragraphe aussi? Les conséquences presque certaines qu'un seul verre de bière va entraîner ne me viennent pas à l'idée afin de m'en dissuader. Si ces pensées m'arrivent, elles sont floues et vite chassées par cette idée tenace que cette fois, je vais me comporter comme les autres. Mes mécanismes de défense sont totalement mis en échec, comme celui qui me retient de mettre la main sur un poêle brûlant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans l'Alcoolique Anonyme. Des fois, on entend que des gens dire aux nouveaux, avant de boire, pense aux conséquences. C'est bien beau, mais des fois, ça ne marche pas. Il n'y aura pas le temps de penser aux conséquences. Ou bien non, ça ne viendra même pas à l'esprit. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire dans ce paragraphe-là. C'est en train de nous dire que pense aux conséquences, ça ne marche pas. On ne peut pas conseiller ça aux nouveaux. On est en train de le condamner à boire, si on lui dit ça. Parce que ce n'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas le pouvoir d'arrêter. On n'a plus notre volonté et même plus capable de nous empêcher de boire. OK. Fait que tu peux continuer. Cette fois, je ne me brûlerai pas. Et voici comment je vais m'y prendre. Se convainc l'alcoolique le plus naturellement du monde. Parfois aussi, il ne réfléchit pas du tout. Combien de fois, après un premier verre pris distraitement, ne nous sommes-nous pas demandé au troisième ou au quatrième, pour l'amour de Dieu, comment ai-je bien pu recommencer? Puis, nous nous sommes tout de suite dit, j'arrêterai après le sixième. Ou encore, de toute façon, à quoi bon essayer? C'est ça. On essaie de se convaincre que ça va être différent cette fois-ci. On se compte des mensonges. L'alcoolique,
passé maître dans l'art de se compter des mensonges par rapport à l'alcool. Ils disent après, lorsque cette manière de penser s'est bien installée, la manière de penser, en anglais, ils disent des fois qu'ils ont un thinking problem, un problème de façon de penser. C'est un problème dans la manière de penser est faussée par l'alcool. Je peux continuer, là? Lorsque cette manière de penser s'est bien installée dans l'esprit du buveur alcoolique, tout secours humain est déjà probablement devenu inutile et le malade en mourra ou perdra totalement la raison, à moins qu'il ne soit enfermé avant. Ces faits choquants et brutaux ont été confirmés par une foule d'alcooliques au cours de l'histoire. Cependant, n'eût été la grâce de Dieu, nous compterions des milliers d'autres exemples de ce genre. Il y a tant de buveurs qui veulent arrêter de boire, mais qui ne le peuvent pas. C'est ça. La grâce de Dieu, j'avais entendu aux États-Unis une définition qui disait que c'est un cadeau non mérité. Puis que pour avoir accès à la grâce de Dieu, on a besoin de, comment je dirais ça, d'ouvrir un canal pour qu'elle puisse passer. Des fois, ça peut être par, tu sais, on a tous entendu les histoires d'alcooliques qui ont crié à Dieu, j'en peux plus, faire quelque chose si tu existes, ou si tu existes, manifeste-toi. C'est comme si ça ouvre un canal qui permet à la grâce de Dieu de passer. Des fois, on entend, une autre affaire qu'on entend dans l'alcoolique anonyme, c'est qu'on a été pigé dans le chapeau. Ben, je ne crois pas au pigeage dans le chapeau. D'ailleurs, à quelque part dans le gros livre, ça dit le contraire de ça. Ça nous dit qu'on est, tout le monde peut avoir accès à la grâce de Dieu. Justement, s'il y a un cri du cœur, ça va ouvrir la voie vers Dieu. Il va pouvoir, sa grâce peut nous être accessible à ce moment-là. Sa grâce est toujours disponible pour tout le monde, dans ce que moi je crois. Je pense que c'est tout ce que j'avais là-dessus. OK, on peut continuer. Là, ils vont commencer à nous parler de la deuxième étape, la solution. Ils recommencent à nous parler de la solution. Nous en avons parlé un peu avant, là, mais là, ils recommencent. Vas-y, Hélène. Il y a une solution. La plupart d'entre nous n'aimions pas l'idée de faire notre inventaire, de marcher sur notre amour propre, d'admettre nos défauts, toutes choses nécessaires pour que le processus de rétablissement réussisse pleinement. Cependant, nous avons vu que cela avait réellement marché pour d'autres et nous en étions venus à croire que la vie, telle que nous la vivions, était futile et sans espoir. C'est pourquoi, lorsque nous avons été abordés par ceux qui avaient réglé leurs problèmes d'alcool, il ne nous restait rien d'autre à faire que de prendre le simple coffre d'outils spirituels qui nous était offert. Nous avons découvert un coin du paradis et nous avons été propulsés dans une 4e dimension de l'existence que jamais nous n'aurions pu imaginer. Oui, c'est ça. Donc, la solution, c'est une solution à un simple coffre d'outils spirituels. Et c'est ce que nous annonce la deuxième étape. La deuxième étape nous dit que nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pouvait nous rendre la raison. Puis elle va nous rendre la raison si on met en pratique le reste du mode de vie. Tu sais, si je fais juste ma première étape, qui identifie le problème, si je fais juste dire que je suis alcoolique puis que je ne passe pas à une puissance supérieure, à la croyance à une puissance supérieure, si je ne m'ouvre pas l'esprit à une puissance supérieure, il n'y a rien qui va se passer. Je vais continuer à boire. La première étape ne garantit pas que je vais arrêter de boire. Elle fait juste garantir que je vais boire. C'est ça qu'elle me garantit. C'est ça la promesse de la première étape. Fait que j'ai besoin d'utiliser tout le coffre d'outils pour que Dieu puisse me rendre la raison. J'ai comparé ça, à un moment donné, j'avais entendu cette comparaison-là, puis j'ai bien aimé ça. C'est Joe et Charlie qui ont ça, cette comparaison-là. Ils comparent ça avec un problème mécanique avec mon auto. Je réalise que j'ai un problème mécanique. Donc ça, c'est la première étape.
j'emmène ça au garage ou j'explique aux mécaniciens les problèmes, les ennuis que j'ai. Puis, le mécanicien, donc là, j'ai identifié mon problème. Le mécanicien, lui, il me revient, puis il m'explique c'est quoi le problème ou les problèmes qu'il a identifiés lui. Donc, c'est aussi la première étape. Donc, c'est comme si, aujourd'hui, moi, je vous explique que l'alcoolisme, c'est une maladie, puis il y a de l'allergie physique, puis il y a la maladie mentale. Ben, moi, je suis un mécanicien qui vient de vous expliquer ça. Mais là, si toi, tu pars avec ton auto à ce moment-là, as-tu réglé quelque chose? Tu n'as rien réglé. Fait que là, identifier le problème ne suffit pas. Donc, le mécanicien, si je veux aller plus loin, le mécanicien va me dire c'est quoi la solution à mon problème mécanique. Il va me dire les réparations qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il change le carburateur, il faut qu'il change telle affaire, je ne sais pas. Il m'explique les réparations qu'il doit faire, puis il me dit quel prix que ça va me coûter à peu près. Bon, si je crois qu'il a raison, deuxième étape, je vais décider d'y confier. Si je ne décide pas d'y confier, je m'en vais. Il m'a dit c'était quoi les réparations, je m'en vais. Ça ne règle pas mon problème. Je n'ai pas décidé, je n'ai pas fait les réparations. Alors, si je décide de lui confier mon auto pour qu'il fasse les réparations, ça, c'est la troisième étape. Je décide de lui confier. J'y laisse l'auto. Puis là, lui, ben, il fait les étapes 4 à 12, mettons. Dans mon exemple, dans ma comparaison. Donc, il va régler le problème. L'auto revient, puis je vais voir les résultats de ce qu'il a fait comme réparation. Donc, les résultats, c'est j'ai retrouvé la raison. Si je reprends mes étapes, quand je vais avoir fait les étapes 4 à 12, je vais avoir retrouvé la raison, je vais avoir eu ce qu'ils appellent à la 12e étape, ils nous disent ayant connu un réveil spirituel. C'est le résultat des 11 premières étapes. Donc, j'ai eu un résultat. Je vais constater ce résultat-là. Donc, la solution spirituelle, c'est tout ça. C'est tout le mode de vie. C'est pas juste 1, 2, 3, 11, comme il y en a qui utilisent seulement ces étapes-là. C'est toutes les étapes. Ça va-tu? Oui, c'est un bel exemple, l'auto. Je n'avais jamais entendu, c'est bien. Merci. OK, on est rendu, c'est un fait évident. Oui. C'est un fait évident, et rien de moins. Nous avons fait une expérience spirituelle, profonde et réelle, qui a complètement transformé notre attitude devant la vie, envers les autres, ainsi qu'envers Dieu et son univers. Notre vie est maintenant centrée sur la certitude absolue que le Créateur est entré dans nos cœurs et dans nos vies par miracle. Il a commencé à faire pour nous des choses que nous n'aurions jamais pu réussir par nous-mêmes. OK. Donc là, on voit ici que c'est des résultats du mode de vie. Il nous disait au paragraphe précédent qu'il nous restait juste à prendre de simples coffres d'outils. Une fois qu'on a pris le coffre d'outils, les résultats, ça a été qu'on a découvert un point du paradis, propulsé à une 4e dimension, puis ils nous disent après qu'on a fait, c'est une expérience spirituelle profonde et réelle qui a transformé notre vie. C'est un résultat de tout le mode de vie qui nous présente là. Il nous dit, c'est ça qui va t'arriver si tu embarques dans ce mode de vie-là. Si tu acceptes, si tu prends le coffre d'outils qui t'est suggéré dans Alcooliques Anonymes. Tu peux continuer l'autre paragraphe, s'il te plaît? Si vous êtes un alcoolique aussi gravement atteint que nous l'étions, nous croyons qu'il n'y a pas de demi-mesure si vous voulez régler votre problème. Nous en étions au point où la vie devenait impossible à vivre et si nous étions parvenus au stade où toute aide humaine est inutile, il ne nous restait que 2 solutions. Continuer jusqu'au bout en faisant taire du mieux que nous n'aurions pu la conscience que nous avions de notre intolérable situation ou accepter une aide spirituelle. Nous avons choisi la 2e solution parce que nous désirions sincèrement nous rétablir et que nous étions prêts à fournir les efforts nécessaires. Dans mes notes, quand je prenais mes notes, j'ai comparé ça, les étapes. Il nous parle de la première étape, là, si vous êtes un alcoolique aussi gravement atteint. Donc, gravement atteint, j'ai l'allergie physique et j'ai l'obsession et la insanité.
Donc, j'ai la maladie mentale aussi. Donc, j'ai identifié le problème. Puis, il y a aussi le fait j'ai besoin d'admettre et d'accepter ma défaite totale face à l'alcool. Je n'ai pas de défense devant le premier verre à cause de l'obsession et de l'insanité. Puis, je suis incapable d'arrêter de boire après avoir commencé à boire. Donc, ça, c'est l'allergie, ce qui me condamne à boire. Donc, moi, j'ai illustré ça comme si la première étape, c'est que je lève le drapeau blanc, admettre la défaite. Tu sais, à la guerre ou dans une bataille, l'opposant qui lève le drapeau blanc, il admet la défaite. Mais en première étape, je lève le drapeau blanc. Je capitule. Je suis battu par l'alcool. Mon adversaire m'a battu. Et l'adversaire, c'est l'alcool. Alors, en deuxième étape, ce que je fais, après avoir levé le drapeau blanc en première étape, la deuxième étape, c'est que je vais aller voir mon opposant, puis je vais lui rendre les armes. Ici, je ne vais pas voir, je rends les armes à ma puissance supérieure. Ma puissance supérieure, c'est sûr, l'opposant, c'est celui qui a gagné, c'est celui qui est le plus fort. Dieu est plus fort que toi, Dieu a plus de pouvoir que toi. Donc, tu lui rends tes armes. Tes armes, c'est ton allergie, puis c'est ton insanité face à l'alcool. Donc, je rends les armes en deuxième étape. Parce qu'ici, il nous dit qu'on a le choix de la deuxième. C'est le choix qui nous parle dans ce paragraphe-là, du choix. Est-ce que je choisis l'aide spirituelle ou si je choisis de continuer à boire? Dans le fond, c'est ça le choix que j'ai quand je suis arrivée à la deuxième étape. Puis, il nous parle de... Ah oui, c'est quoi que j'avais ici? Il dit que nous avons, à la fin du paragraphe, il nous disait, nous avons choisi la deuxième solution parce que nous désirions sincèrement nous rétablir et que nous étions prêts à fournir les efforts nécessaires. Donc, moi, ça, c'est les questions que j'appelle de l'étape, pour moi, c'est l'étape 0. Avant de décider d'arrêter de boire, as-tu vraiment le désir d'arrêter de boire? Moi, quelqu'un qui vient me voir pour me demander de l'aide, pour me demander de le parrainer, je vais lui poser 2 questions. Première question, as-tu vraiment envie d'arrêter de boire? S'il répond oui, la deuxième question, c'est es-tu prêt à tout faire pour arrêter de boire? Et je vais lui expliquer que quand on dit prêt à tout faire, comme on dit ça, c'est dans notre méthode, le prêt à tout faire, ça veut dire que es-tu prêt à faire les autres étapes, à embarquer, à utiliser le coffre d'outils, à utiliser les autres étapes pour que Dieu puisse te rendre la raison. Es-tu prêt à faire ça? S'il répond oui, bien là, je vais accepter de l'aider. Puis je vais lui dire que ça veut dire que s'il veut que je l'aide, il va avoir besoin de travailler le mode de vie avec le gros livre, un peu comme on fait ce soir, tu sais, de vraiment prendre connaissance du problème et de la solution, puis l'appliquer dans sa vie. C'est ça qu'on va essayer de faire. Ça va là-dessus. Là, on va continuer. Je ne suis pas sûre qu'on va lire tout ça. Le paragraphe suivant, il commence à nous parler de l'homme d'affaires américain qui errait d'une clinique à l'autre, puis qui a été consulté le Dr. Young. Et ça, c'est Roland qui a transmis le message à Abby, qui a transmis le message à Bill. Donc, c'est un des personnages clés de l'histoire des alcooliques anonymes, Roland, qui a consulté le Dr. Young. Fait qu'il nous commence à nous expliquer l'histoire de Roland. Il dit qu'il avait été rencontré le Dr. Young, puis en sortant de là, il était très confiant qu'il pourrait s'en sortir. Il était en bonne forme, physique et mentale, puis il avait acquis, il dit dans le paragraphe à page 30, qu'il avait acquis une bonne connaissance des mécanismes de son esprit et de ses moindres ressorts. Il était impensable qu'il puisse rechuter. Tu sais, c'est le gars confiant, là, il sait, ah oui, c'est un homme intelligent, après tout, là, c'est un homme d'affaires, puis il va s'en sortir. Néanmoins, peu de temps après, il était de nouveau ivre. Le plus déconcertant était qu'il ne trouvait aucune explication satisfaisante à sa rechute. C'est sûr, il n'y en a pas d'explication satisfaisante. La seule explication satisfaisante, c'est qu'il a été frappé d'insanité. Il est frappé d'insanité dès qu'il s'agit d'alcool. Son esprit est déformé par l'alcool. Donc, il est retourné voir le docteur Young, puis il l'a supplié de lui dire la vérité.
Selon le médecin, son cas était absolument désespéré. Jamais il ne retrouverait sa place dans la société. Je suis rendue un peu en bas du milieu de la page. Donc, finalement, c'est ça le diagnostic du médecin, c'est que son cas était désespéré. Alors, pas Young, c'est-à-dire Roland là-dessus, lui, peut-être avant de dire Young, à la fin de la page ou au début de l'autre page, ça dépend de votre version, là. Et voici la suite de la conversation entre Roland et son médecin. Le médecin lui a dit, vous avez l'état d'esprit d'un alcoolique chronique. À ma connaissance, aucune personne atteinte comme vous l'être ne s'est jamais rétablie. Donc, atteinte comme vous l'êtes, il parle de l'insanité ici. Dr. Young est au courant de l'insanité, de l'impuissance face à l'alcool. Donc, Roland demande au médecin s'il n'y a pas d'exception. Alors, Young lui répond, oui, il y en a. Là, on est rendu à la page 31. Monique, tu veux-tu finir la lecture? On va laisser un break à Hélène. Merci. Page 31. Oui, répliqua le docteur Young. Oui, répliqua celui-ci, il y en a. Des exceptions à des cas comme le vôtre existent depuis les temps anciens. De temps à autre, des alcooliques ont parfois vécu ce qu'on appelle une expérience spirituelle vitale. Je considère ces événements comme des phénomènes. On pourrait les assimiler à de grands transferts et réaménagements d'ordre émotionnel. Les idées, les émotions, les attitudes qui dictaient jadis ces hommes, leurs conduites sont soudainement mises de côté et ils deviennent dominés par un ensemble de conceptions et de principes entièrement nouveaux. J'ai tenté de provoquer ce genre de réaménagement émotionnel en vous. Mes méthodes ont réussi avec beaucoup de personnes, mais n'ont jamais donné de résultats dans un cas comme le vôtre. OK. Donc, le médecin lui donne une porte de sortie en parlant d'expérience spirituelle vitale. Et là, il lui dit qu'il considère ces événements-là comme des phénomènes. Qu'est-ce qu'un phénomène? Un phénomène, c'est un événement rare qui est non expliqué. Donc, tu ne peux pas reproduire un phénomène à volonté. C'est rare, puis ça ne s'explique pas vraiment beaucoup. Lui, il l'explique comme étant des transferts et réaménagements d'ordre émotionnel. Donc, il dit le résultat de ça, de ce transfert émotionnel-là ou de ce changement-là, c'est que les idées, les émotions et les attitudes ont changé. Donc, ils sont dominés par un ensemble de conceptions et de principes entièrement nouveaux. Il dit qu'il a tenté de provoquer ça, mais ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas la solution que nous, on a aujourd'hui. C'est le mode de vie des 12 étapes qui nous garantit qu'on va avoir ce genre de réaménagement-là émotionnel. C'est pas rien, là, notre mode de vie nous garantit ça. Donc, lui, là-dessus, Roland, ce qu'il s'est dit, c'est qu'étant donné qu'il était membre fidèle de l'Église, ça pourrait marcher, son patente. Puis là, le médecin lui a affirmé qu'en dépit de la qualité de ses convictions, ça ne pouvait pas donner lieu à l'expérience spirituelle vitale nécessaire. Ça prenait plus que des convictions religieuses. Peux-tu continuer Voilà. À page 32 pour moi. Là. OK. Voilà. Oui. Voilà dans quelle terrible situation se trouvait notre ami lorsqu'il a vécu l'expérience extraordinaire qui, comme nous l'avons dit, a fait de lui un homme libre. Nous avons, c'est correct? Oui? Oui. Nous avons à notre tour cherché la même issue avec l'énergie désespérée de celui qui se noie. Ce qui semble d'abord être un mince roseau s'est révélé être la main forte et secourable de Dieu. Une nouvelle vie, ou plutôt un mode de vie vraiment efficace, nous a été offert. Mm-hmm. Donc, quand ils disent nous avons cherché la même issue, c'est la même issue, la même expérience spirituelle. On cherche à avoir une expérience spirituelle
qui va nous libérer de notre obsession et de notre insanité face à l'alcool. Il parle avec l'énergie désespérée de celui qui se noie. En anglais, des fois, ils disent qu'ils ont eu ce qu'ils appellent le gift of desperation, le cadeau du désespoir. Le désespoir peut être un aiguillon ou me servir de tremplin pour m'amener vers la solution. Si je suis désespéré, c'est que j'ai atteint le fond. Un bas fond, c'est comme si quand tu plonges dans une piscine puis que tu te rends jusqu'au fond, tu vas te donner un élan avec tes pieds pour remonter. Le désespoir, ça sert à ça, mais si tu as une solution. Si tu es désespéré et tu n'as pas rencontré quelqu'un qui t'a présenté la solution, ça ne va pas bien. Et un mode de vie nous a été offert. Il est efficace, le mode de vie, si on le pratique. Il n'est pas efficace si tu le laisses sur la tablette. C'est comme si tu ne suis pas les instructions pour faire ta recette, tu n'auras pas le résultat, tu n'auras pas le gâteau que tu avais prévu avoir. Donc, c'est la même chose pour le mode de vie. Si tu suis les instructions du mode de vie qui sont dans le gros livre, tu vas avoir le même résultat que les 100 premiers membres ont eu. Tu vas avoir la même expérience que eux. C'est ce qu'ils nous promettent. Tu peux continuer, Monique? Dans son livre, dis-les donc avec ton accent américain, toi, là, anglais. Verities, verity, faut de la bien aussi. A religious experience. Je n'ai pas l'accent bien, là. L'éminent psychologue américain William James expose une multitude de démarches qui ont mené les hommes à Dieu. Notre intention n'est pas de convaincre qui que ce soit qu'il n'y a qu'une façon d'acquérir la foi. Si ce que nous avons vu, appris et senti a un sens, nous tous, de quelque race, croyance ou couleur que nous sommes les enfants d'un Créateur vivant avec qui nous pouvons établir une relation faite de simplicité et de compréhension dès que nous sommes prêts et assez honnêtes pour essayer. Ceux qui appartiennent à une religion n'y trouveront rien de contraire à leur conviction ou à leur culte. Aucune friction n'existe entre nous sur ces questions. Mm-hmm. Le livre, ça m'a fait penser à un livre qui mentionne de William James. Là. Bill a eu ça de son ami Eddie pendant qu'il était à l'hôpital. Puis il a lu ça, ce livre-là, lui. Je vais vous dire, moi, j'ai essayé de lire ce livre-là pendant qu'on était aux États-Unis. J'ai été l'emprunter à la bibliothèque. Puis, pas été capable de lire ça. J'ai commencé, puis, ciel, c'est pas facile à lire, tu sais. Et lui, il a lu ça. Ça veut dire qu'il était brillant, Bill. Puis, ça lui a permis de comprendre un peu comment se produisait l'expérience spirituelle vitale, les conditions pour que ça se produise, c'est-à-dire être rendu au bas fond, puis s'ouvrir à une puissance supérieure, s'offrir à une puissance supérieure, s'abandonner à une puissance supérieure. Il a trouvé ça dans le livre de William James qui explique ça. Que ça lui a permis d'approfondir, dans le fond, le pourquoi qu'une expérience spirituelle pouvait marcher et comment ça pouvait marcher. C'est ça. C'est pas mal ça que j'avais à dire là-dessus. Je peux continuer? Nous croyons que l'appartenance de nos membres à quelque groupe religieux que ce soit ne nous concerne pas. Pour nous, la pratique religieuse est une affaire entièrement personnelle que chacun doit régler à la lumière de ses affiliations passées ou de son choix présent. D'ailleurs, nos membres ne font pas tous partie de groupes religieux, mais la plupart d'entre nous sommes en faveur d'une telle appartenance. Dans le chapitre suivant, nous décrivons l'alcoolisme tel que nous le comprenons. Suit un chapitre destiné aux agnostiques. Nous comptons parmi nos membres plusieurs personnes qui, jadis, étaient de ceux-là. Il est pour le moins étonnant de constater que ce n'est pas là un obstacle sérieux à une expérience spirituelle. Je continue?
Ouais, tu peux lire l'autre paragraphe, puis on va arrêter après ça. Plus loin, dans le livre, nous expliquons très clairement comment nous nous sommes rétablis. Viennent ensuite 42 témoignages. OK. Donc, c'est sûr, dans le chapitre suivant, il nous dit qu'il va décrire l'alcoolisme. Donc, on revient dans le chapitre autres données sur l'alcoolisme, on revient sur la partie, plus sur la partie mentale de la maladie. Et ensuite de ça, on va parler des diagnostics, qui va être un chapitre sur la deuxième étape. Quand ils disent, nous expliquons très clairement comment nous nous sommes rétablis, en anglais, ils disent qu'ils nous donnent des directions claires et précises, des instructions claires et précises. Ils ont adouci ça en français un petit peu. Quand ils disent nous expliquons, ce n'est pas juste des explications, c'est des instructions si on veut se rétablir, qu'on va prendre si on veut se rétablir. Donc, c'est cela que j'avais. La semaine prochaine, on va arriver, on va lire l'appendice 2, qui est l'expérience spirituelle, qui est relié beaucoup à ce chapitre-là, ainsi qu'au chapitre sur nous, les agnostiques. Donc, on va commencer probablement la semaine prochaine par les 2 pages de l'expérience spirituelle, avant de passer au chapitre autres données sur l'alcoolisme. Fait que c'est pas mal ça que j'avais pour ce soir. Là, il est presque moins 20. Alors, je pourrais ouvrir aux questions. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Moi, j'ai un commentaire, Jocelyne. Tu sais, sur la fameuse question, là, es-tu prête à tout faire? Hein? Oui. On la sert à toutes les sauces. Es-tu prête à tout faire? Mais là, je viens de comprendre, en tout cas plus profondément, prête à tout faire, ça veut dire, es-tu prête à prendre le gros livre avec moi, à lire, puis à faire les étapes? Mm-hmm. Je dis, c'est juste ça. Tu sais, quelqu'un, je veux dire, qui arrive ou quoi que ce soit, puis il se fait dire, es-tu prête à tout faire? Et, oui, mais c'est quoi tout faire, là? Tu sais? Mm-hmm. C'est les étapes. Mm-hmm. C'est juste. Mm-hmm. Ouais. Ben oui, c'est pas de laver le plancher à la fin de la réunion que prêt à tout faire. Ou de s'impliquer. Hein? Ou de s'impliquer. Ah ben oui, comme c'est la solution, c'était de s'impliquer. Non, la solution, c'est l'implication. C'est une fois que tu as travaillé ton mode de vie, va t'impliquer. Tu vas le mettre en pratique là. Tu vas avoir toutes les occasions qu'il faut pour le mettre en pratique. Sylvie alcoolique. Oui. Ben c'est ça, hein, prête à tout faire, les étapes, mais ce que je trouve malheureux, là, pas dans tous les meetings, mais souvent on dit « Attends, là, prends ton temps avant de faire ta 4e étape, 5e étape. » Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Pourquoi que... Puis dans le gros livre, c'est écrit « Dès que possible. » Ben c'est ça. C'est qu'on a on a inventé des méthodes plus faciles, plus douces dans la fraternité. Alors que le gros livre, c'est pas ça qu'il dit. Aussitôt que tu as fait tes étapes 1, 2, 3, tu es prêt à passer à la 4e étape. Ça ne prend pas des années pour faire 1, 2, 3. Là. Tu vois, admettre, comprendre la première étape, c'est une affaire ça dépend des personnes, là, mais tu sais, j'ai des nouvelles avec qui je travaille, puis on travaillé leur première étape en 1 mois, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de chapitres dans le gros livre qui parlent de la première étape. Fait que comprendre ça, en parler, puis l'assimiler, ça a pris à peu près 1 mois. La 2e étape, ça ne prend pas 1 mois, ça prend 1 semaine, ça. Puis la 3e, ça ne prend pas 1 mois non plus, là, tu sais. Ça fait que c'est pas si long que ça. Puis après ça, ils sont prêts à embarquer dans la 4e étape tranquillement. Merci. Bienvenue. Jocelyne, oui. C'est drôle parce que ton histoire de Joe et Charlie, là, la semaine passée, j'ai comme il parlait de ça, Joe et Charlie, puis entre croire et la foi, c'est quoi c'est comme si c'était une suite de ton histoire, que si moi, mon auto brise, puis que je vais te voir, puis tu me dis, je te demande, connais-tu un bon mécanicien? Là, tu me parles du tien, je vais le voir. Là, je crois que tu m'as donné un nom de quelqu'un qui avait des compétences, tu sais. Fait que là, je vais le voir, puis il m'arrange ça bien correct, tu sais.
un peu plus tard dans la vie, mon auto arbrise. Je vais retourner voir ce gars-là parce que je crois qu'il va me faire une belle job. Puis j'ai la foi aussi qui va m'organiser ça pareil comme avant, tu sais, comme la fois d'avant. Fait que c'est comme une suite de ton histoire. Fait que j'avais jamais entendu la première partie, si on veut. J'aime bien ça, merci. C'est sûr que la deuxième étape, elle ne dit pas « nous avons la foi que Dieu va nous rendre la raison ». Ça dit « nous en sommes venus à croire ». Ça débute par une croyance. Si je crois ce que mon voisin me dit par rapport à son mécanicien qui est supposément bien bon, ben oui, je vais y faire confiance, je vais croire ça. C'est un peu comme quand tu arrives dans l'alcoolique anonyme, que quelqu'un te dit qu'il s'est sorti de son problème d'alcoolisme, ben tu constates, tu le vois aller, tu dis « ouais, ça a marché pour lui ». Donc, je vais croire que la solution peut marcher. Donc, je vais l'essayer, la solution. C'est comme si quand j'amène mon auto au mécanicien que m'a conseillé mon voisin, tu sais. Fait que là, une fois la réparation faite correctement, ben là, je commence à croire. Avec Dieu, ben, j'ai fait la même chose, j'ai expérimenté avec Dieu. J'ai demandé des choses, puis il m'a répondu, ça a fait la job. Ma foi a commencé à voir les résultats que ça avait. La foi vient avec l'expérimentation. Puis ma foi grandit à chaque fois que je demande quelque chose puis que ça marche. Fait que la foi, c'est suite aux résultats que j'observe quand je demande à Dieu des choses. Merci, Carole. Je l'avais, cet exemple-là, aussi. Oui, c'était bien, bien simple à comprendre. Mm-hmm. Oui, vas-y, Guylaine. Au début, quand on a commencé ce soir, tu nous as parlé de la description à la page 24 des différents types de buveurs, là, buveurs modérés, gros buveurs, puis l'alcoolique. Est-ce que tu penses que AA peut aider les gros buveurs, puis les buveurs modérés s'ils nous arrivent dans une salle? Est-ce qu'ils vont avoir la motivation suffisante pour appliquer le mode de vie? Peut-être. Il y en a qui peuvent l'avoir. Les gros buveurs, peut-être. Buveur modéré, il va-tu avoir envie d'arrêter? Je pense pas, moi. Il peut arrêter, lui. Fait qu'il n'a pas nécessairement besoin du mode de vie pour son problème d'alcool. Il a peut-être besoin du mode de vie pour d'autres problèmes. On sait que le mode de vie peut s'appliquer à bien des problèmes humains. La preuve en étant les nombreuses fraternités sur différents qui apportent une solution à différents problèmes humains. Exemple, les personnes qui veulent arrêter de fumer, les personnes qui veulent arrêter le jeu compulsif, les personnes qui ont des problèmes de manger compulsif, tout ça, là, tu sais. Fait que peut-être qu'il y a d'autres problèmes, mais il va régler ça. Le mode de vie peut aider n'importe qui, dans le fond. Je crois à ça beaucoup. OK. Ben merci. D'autres questions ou commentaires? Béatrice alcoolique. Oui, bonjour Béatrice. Moi, Jocelyne, j'ai arrêté de boire 1 an avant d'être membre des AA. Puis, juste pour te dire, ça a été très, très facile d'arrêter de boire pendant 1 an. Parce que dans ma tête, moi, j'ai arrêté de boire le 26 août 2018. Alors, dans ma tête, c'était que le 26 août 2019, c'est le party. Fait que je me disais, je peux pas boire pendant 1 an, mais je sais que 1 an plus tard, je vais faire le party. Fait que c'est pour ça que moi, ça a été facile d'arrêter de boire parce que j'avais hâte au party. Fait que c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est sûr qu'un alcoolique peut arrêter de boire pendant une certaine période de temps par ses propres forces. Mais rester arrêté pour de bon, ça va être difficile. Donc, heureusement, tu as trouvé le mode de vie qui te permet de rester arrêté. Tu sais. Mais tu aurais recommencé effectivement après 1 an. J'en ai connu des gens comme ça qui s'étaient fixé une limite, puis qu'à la date prévue, ils ont recommencé, puis bien souvent, ils ont rattrapé le temps perdu. Tu sais.
Fait que, OK, merci. D'autres interventions? Très bien, alcoolique. Oui. Donc, c'est pas parce que tu prends conscience que tu as un problème qui est réglé. C'est ça, ton histoire de gars, de garage, de première étape. On a juste pris conscience que ton pneu était crevé, là. Il n'est pas réparé encore. Exactement. Ouais. Mm-hmm. On dit au nouveau, des fois, on entend ça aussi dans le Alcoolique Anonyme, quand il revient d'une rechute, c'est parce que tu n'as pas fait ta première étape. Peut-être, mais c'est parce qu'il n'a pas fait les étapes, pas juste la première. S'il fait juste la première, il va continuer à boire. C'est ça. Merci. Oui. Oui. Bon, ben, j'ai une autre question, là. Toujours Fabien alcoolique. Oui. Si c'est celui qui revient, puis on dit, t'as pas fait, dans le fond, il n'a pas fait toutes ces étapes. Mais, voyons, je suis en train de perdre ce que je voulais dire. Bon, excuse-moi. Je vais revenir tantôt, là, je me suis mélangé. Bon. C'est quoi qu'on dit? Ta question, c'est-tu, c'est quoi qu'on dit au nouveau? Au lieu d'y dire ça. Peut-être, oui. On lui dit, mais si tu auras envie d'avoir ce qu'on a, as-tu envie de faire ce qu'on a fait? Faire ce qu'on a fait, c'est faire les étapes. Et ça fait, 39 ans que je ne bois pas? Ben, si je ne bois pas depuis 39 ans, c'est pas juste parce que j'ai fait ma première étape. C'est parce que j'ai fait toutes les étapes. J'essaie Ça va revenir. Oui. Comme ma question, c'est la personne justement qui revient. On peut-tu cheminer avec quelqu'un qui rechute, puis il fait ses étapes, il avance. 1, 2, 3, il essaye. Y a-tu de l'espoir autant que. Quand est-ce qu'il faut être abstinent pour pouvoir réussir dans ces étapes-là? C'est une question de même. Pour avoir eu un éveil spirituel, OK? Il faut avoir, avant de commencer à aider quelqu'un, tu devrais avoir fait, en tout cas, pratiquer les 11 premières. Si tu n'as pas fait ton inventaire personnel, si tu n'as pas commencé à réparer tes torts, je ne te dis pas fini de réparer tes torts, là, mais commencer à réparer tes torts, tu n'as pas mis en pratique toutes les étapes, puis tu vas essayer d'aider un nouveau. Le nouveau va peut-être te devancer, puis tu ne seras plus capable de l'aider, tu comprends? Fait on a besoin d'avoir pratiqué les étapes avant d'essayer d'aider quelqu'un d'autre. Ça veut pas. Si j'ai vraiment mis en pratique ce mode de vie-là, ça me garantit que je vais rester abstinent. Et si je continue, si je reste en bonne forme spirituelle, il y a toujours ça. Ils nous disent dans le gros livre qu'on bénéficie d'un sursis quotidien en autant que je reste en bonne forme spirituelle. Une fois que j'ai mis en pratique le mode de vie, si je reste en bonne forme spirituelle, je vais rester abstinent. C'est ce que ça nous garantit. Je leur pose ma question, là. On peut-tu tomber abstinent rendu à la 3e? Non. Non, ça c'est la première. Non. C'est parce que en 3e, tu as confié ta vie, mais tu n'as pas vécu, tu peux avoir vécu une expérience spirituelle. Une expérience spirituelle est différente un peu d'un éveil spirituel. Une expérience spirituelle, c'est une expérience limitée dans le temps. Et l'effet peut être temporaire si tu n'as pas d'éveil spirituel. À force d'avoir des expériences spirituelles, tu vas vivre un éveil spirituel. Tu vas être vraiment connecté à ta puissance supérieure. Tu vas avoir un contact conscient avec ta puissance supérieure. Puis pour avoir un contact conscient, tu as besoin d'avoir fait le ménage dans ton intérieur. Tu as besoin d'avoir fait une 4e étape pour ouvrir le canal. Sans ça, ton canal, c'est comme si tu essayais... je parlais à quelqu'un, ah oui, c'était une filleule aujourd'hui que j'ai vue, puis on disait que tant que tu n'as pas fait ta 4e étape, tu n'es pas en haute vitesse sur Internet. Tu es à pédale. Là, ton Internet marche quasiment à pédale. Ton ménage intérieur va ouvrir le canal. C'est comme si au début, tu as une petite ouverture tout petite. Quand tu as fait un cri du cœur pour demander à Dieu, ça a ouvert un petit canal. Mais si tu veux l'ouvrir davantage, fais le ménage, ça va ouvrir, puis là, tu vas avoir un bon canal, puis ton contact conscient avec Dieu va être plus permanent ou plus efficace, si tu veux. Alors,
Ça répond. Oh oui, merci. J'ai bien aimé ça. Merci. Jocelyne, c'est Monique, je veux dire, Monique A. Oui. A. Tu sais, la fameuse phrase, là, à page 29, nous avons été propulsés dans une 4e dimension. Tu sais, là, c'est bien à la mode, là, dans AA, le gros livre, là. Puis moi, je l'entends souvent des membres qui disent ça. La 4e dimension. Ils savent, tu sais, je dis, tu demanderais c'est quoi une 4e dimension? Je suis pas certaine, je dis, qu'ils seraient capables de dire c'est quoi. Je veux dire, d'avoir été propulsé. Tu sais, les phrases, là, je veux dire, ben à la mode, là. Je veux dire, une 4e dimension, là, ça peut-tu être aussi simple que juste la paix d'esprit, d'être bien là, présentement? Ou comment tu la définirais, toi? Tu sais, si quelqu'un vient encore se péter les bretelles avec sa calice de 4e, t'es enregistré, sa 4e dimension, là, tu sais. Si je veux que pour moi, ça ait un sens, c'est quoi? Je te dirais, c'est d'être conscient de la présence de Dieu. C'est la conscience de la présence de Dieu, la 4e dimension. Okay. C'est la conscience du royaume spirituel, du fait que la paix d'esprit est un résultat de ça. Tu vas voir, si quelqu'un est toujours enragé et qu'il me dit qu'il est en 4e dimension, on dit, t'as peu, je pense que tu ne l'as pas. Il a oublié un petit bout. Il a oublié de faire un petit ménage. Ça fait que c'est ça, c'est des gens qui ont la paix d'esprit, qui démontrent de l'amour et de la tolérance envers leur prochain. Ils ne sont pas toujours en train de juger et de critiquer tout le monde. C'est des résultats du mode de vie. J'ai changé ma façon de penser, j'ai changé ma façon de voir les gens puis les événements. Je ne vois plus la vie de la même façon. Je ne suis plus morte de peur. Quelqu'un qui est mort de peur, il n'est pas dans le royaume spirituel, il n'est pas dans la 4e dimension. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais, mais ça veut dire que quand elle va monter, tu vas être capable de confier à Dieu puis de lâcher prise. C'est OK, arrange-toi avec ça, moi je ne suis pas capable. OK. Merci. Ça va? Est-ce que Jocelyne, tu as dit quelque chose au début là, que j'ai manqué à propos de la 4e dimension? La 4e dimension, c'est... C'est quoi ta première phrase que tu as dit? C'est pas être conscience de la présence de Dieu? Oui. C'est ça. Merci. Une chance, Monique prend des notes. Oui. Puis je vais sûrement, si je demande, je suis certaine qu'elle va le savoir. L'appel demain. OK. D'autres questions, commentaires? Si tout le monde a terminé, on va... Oui? Quelqu'un? Non? Alors, si vous voulez bien, on va terminer la rencontre par le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.